Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence, merci de l'invitation. Je ne prétends pas avoir un point de vue, complètement encyclopédique, avec la profondeur historique, la précision conceptuelle qu'il faut pour aborder ce sujet. Je l'aborde d'un point de vue qui est celui des syndicats. Peut-être que notre point de vue sur ce dossier a une petite vertu, c'est qu'il n'est pas, disons, marqué par une sorte de croyance ou de conviction absolue selon laquelle soit forcément un accord institutionnel avec l'Union européenne, c'est le camp du bien et de l'amélioration des conditions économiques, matérielles, etc., mais aussi un engagement quasi moral. Enfin, c'est parfois un peu l'impression qu'on a quand on entend les points de vue. Et puis de l'autre côté, ceux qui pensent que par définition, un accord institutionnel avec l'Union serait une trahison de la souveraineté suisse, de son autonomie, de sa liberté, une soumission à des juges et à des législateurs étrangers, etc. Donc on s'est positionné dans ce débat depuis maintenant un certain nombre d'années d'une manière que j'appellerais pragmatique, et qui consiste effectivement, comme vous l'avez évoqué à la fin, à regarder du point de vue des intérêts, alors pas forcément, on n'a pas la prétention d'être les porte-parole des intérêts nationaux dans leur ensemble, mais en tout cas du point de vue de l'intérêt des travailleuses et des travailleurs, des salariés, pas seulement, mais aussi des petits indépendants qui vivent de leur travail. C'est ça qui nous guide dans l'appréciation de ces accords bilatéraux. Je trouve que c'est important de le dire. Ça permet peut-être aussi à une partie de celles et ceux qui ne savent pas tellement comment se positionner dans cette guerre de religion, parfois que prend le débat européen, eh bien d'avoir peut-être aussi une approche de ce type-là, qui consiste à faire une pesée d'intérêts. En tout cas, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que nous sommes, dans ce dossier, nous ne nous sommes pas, sentis sous pression. Enfin, on a été mis sous pression, mais nous ne cédons pas aux pressions qui voudraient nous faire passer pour les traîtres à une cause, quelle que soit la position qu'on prend. Notre boussole, c'est vraiment de voir si ces accords améliorent la situation du monde du travail ou la dégradent. Et je dirais que c'est une position qui est ancienne du côté syndical. Au moment de l'accord sur l'espace économique européen, les syndicats majoritairement avaient appelé à voter oui, même s'ils déploraient que dans ces accords sur l'espace économique européen, déjà, on manquait de règles sur la protection des salaires. Il y avait en revanche, dans le paquet Eurolex, un certain nombre de droits sociaux importants qui étaient consentis. Je cite par exemple celui que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais secrétaire syndical, enfin secrétaire régional du syndicat FTMH entre 2000 et 2004, qui était le syndicat de l'industrie horlogère, de l'industrie des machines, de l'artisanat du bâtiment. Eh bien, c'était par exemple le droit de consultation en cas de licenciement collectif. C'est un des acquis, justement, de ce paquet Eurolex qui avait permis, justement, d'importer en Suisse quelques droits syndicaux, notamment d'être consultés avant qu'un licenciement collectif ait lieu. Et ce droit de consultation, à titre personnel, je l'ai utilisé pendant au moins à une vingtaine d'occasions en 4 ans, parce qu'à l'époque, les licenciements collectifs s'étaient multipliés dans la place industrielle suisse. Donc ça, partons de là. Il y avait donc une position majoritairement favorable, mais quand même quelques critiques fortes contre l'espace économique européen. Puis après, avec les accords bilatéraux, les syndicats ont d'emblée dit que pour eux, ce qui était important, c'était de profiter de ces élargissements du marché du travail à nos voisins de l'Union européenne pour réguler davantage le marché du travail en Suisse. Et qu'est-ce qu'exprimait cette position? C'était une véritable, ce que Vasco Pedrina a appelé une révolution copernicienne dans le mouvement syndical, parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, plusieurs syndicats avaient à l'égard de l'immigration une posture qui était, au fond, de vouloir la freiner, de vouloir la limiter juridiquement. Les syndicats étaient, par exemple, favorables à des contingentements restreints de travailleurs étrangers, de travailleurs immigrés. Il y a même eu, il faut le dire, des syndicalistes qui ont voté les initiatives Schwarzenbach
dans les années 70. Donc il y a historiquement une réticence à laisser l'immigration arriver dans un marché du travail qui était essentiellement liée au fait simplement qu'une immigration plus grande aboutit à une plus grande concurrence pour la place de travail. Et une plus grande concurrence pour la place de travail, tout le monde le sait dans les lois économiques de base, ça aboutit à un moindre coût du travail, à une baisse du coût du travail. Donc ça, cette position-là a été, dans des moments d'incertitude, de divergence, mais elle était représentée dans le mouvement syndical, cette idée de restreindre juridiquement l'immigration. Mais à force de tester cette stratégie, les syndicats se sont rendus compte que, en fait, ça ne marchait pas. Parce qu'il y avait, en fait, quand le marché du travail, quand l'économie, quand le patronat demande des forces de travail, parce qu'il en manque dans le pays, eh bien, quels que soient les régimes législatifs, contingents ou pas contingents, statut de saisonnier ou pas statut de saisonnier, ces forces de travail finissent par arriver. Souvent, les autorités élargissent les contingents, et quand ils ne le font pas, il y a une immigration illégale, une immigration irrégulière qui vient. Il suffit de se souvenir de tous ces frontaliers qui faisaient quand même venir leur famille, même si ce n'était pas permis, mais ces enfants étaient là, ces familles étaient là. Et puis, il y a évidemment tout le travail au noir qui s'est développé dans toute une série de domaines. Or, les syndicats se sont rendus compte que cette immigration, soit avec des droits précaires, comme les frontaliers, soit avec l'absence de droits, parce qu'ils étaient en situation irrégulière, faisait en fait une bien plus grande pression sur le marché du travail et sur les salaires qu'une immigration régulière. Pourquoi? Parce qu'un immigré qui n'a pas de droit, qui peut se voir retirer son droit d'être ici, par exemple pour les frontaliers, très très rapidement, ou un immigré qui n'a simplement pas de statut légal, il peut être jeté du jour au lendemain sans droit à aucune prestation sociale, eh bien cette personne-là accepte évidemment des conditions de travail beaucoup plus précaires que celui qui vient avec les mêmes droits que celles et ceux qui sont déjà là. Et donc la stratégie syndicale a changé à l'occasion des accords bilatéraux pour dire nous acceptons désormais la libre circulation comme principe, mais nous ne pouvons pas accepter une libre circulation si elle n'est pas accompagnée d'une régulation du marché du travail. Ça signifie que cette position, elle est simple, elle dit les gens que les milieux patronaux invitent à venir travailler ou qu'ils emploient pour venir travailler peuvent venir à la condition qu'ils viennent travailler aux conditions qui sont en usage chez nous, c'est-à-dire aux conditions que nous avons soit négociées dans des conventions collectives de travail, soit à des conditions qui sont compatibles avec ce qui se pratique pour les personnes qui sont résidentes chez nous. C'est ça la ligne. C'est-à-dire que nous voulons casser l'option d'un marché du travail qui ferait s'adapter les conditions de travail, les salaires, à l'offre de travail qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire, en gros, l'offre de travail qui vient de l'extérieur doit être une offre de travail qui vient en complément de l'offre de travail que nous avons ici, ou qui vient à sa place si elle a vraiment une qualification particulière, des compétences particulières qui ne sont pas présentes chez nous. Donc c'est ça la ligne. Et cette ligne-là, elle nous a guidés tout au long des accords bilatéraux. C'est pourquoi nous avons dit à chaque fois que nous acceptions la libre circulation, nous acceptions l'élargissement de cette libre circulation aux nouveaux pays, à la condition qu'à chaque étape, on renforce le contrôle du marché du travail. Et je peux citer qu'un seul chiffre pour donner une image du résultat de cette stratégie. Au début des accords bilatéraux, nous avions environ 600 000 personnes dans le secteur privé qui étaient couvertes par une convention collective de travail. Aujourd'hui, on en a plus de 2 millions. Et sur ces 2 millions de personnes qui sont couvertes par une convention collective de travail, eh bien, la plupart, désormais, ont des conventions collectives de travail qui contiennent, par exemple, des grilles des salaires et des salaires minimaux. Alors que sur les 600 000 de l'époque, dans beaucoup de conventions collectives, il n'y avait même pas de grille de salaire. On réglait le temps de travail, les vacances, le deuxième pilier, mais on réglait souvent, dans beaucoup de conventions collectives, on ne réglait pas les salaires. Donc on a augmenté quantitativement et qualitativement le degré de couverture par les conventions collectives de travail. Et cette tendance-là, qui est un renforcement de la couverture par les conventions collectives de travail, c'est une tendance suisse qui ne correspond pas
à la tendance qu'on connaît dans la plupart des pays de l'Union européenne. Par exemple, en Allemagne, le taux de personnes couvertes par une convention collective de travail a baissé ces 20 dernières années. Dans certains pays, elle s'est maintenue. Dans certains pays plus rares, elle a aussi un peu augmenté. Mais il y a peu d'exemples de pays où il y a eu une telle progression de la couverture du salariat par des conventions collectives de travail. Ça veut dire que, concrètement, les syndicats de l'Union syndicale suisse négocient, par exemple, chaque année, les salaires pour 2 millions de salariés. Nos effectifs syndicaux de membres, eux, sont plutôt à la baisse, même baisse modérée, mais quand même, une tendance à l'érosion. Par contre, l'influence des syndicats sur le monde du travail, elle, s'est renforcée. C'est d'ailleurs peut-être qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'être membre d'un syndicat pour être couvert par une convention collective de travail, parce que beaucoup de conventions collectives de travail ont gagné la force obligatoire, notamment grâce aux accords bilatéraux. Voilà le contexte. Donc, mais quand on dit ça, quand on dit que la position syndicale, c'est de dire nous acceptons la libre circulation si on régule mieux le marché du travail, s'il est mieux protégé par les conventions collectives, s'il y a des contrôles pour garantir que les salaires en usage en Suisse sont respectés, et des contrôles efficaces en nombre suffisant avec des sanctions suffisantes, eh bien, le corrélat de ça, c'est que si on n'obtient pas ces renforcements de la régulation du marché du travail, on s'autorise à dire non. Et c'est ça que, malheureusement, certains ont oublié, parce que dans les étapes régulières des accords bilatéraux, à chaque fois, il y a eu des améliorations de la régulation du marché du travail. Donc, à chaque fois, les syndicats ont dit oui, et certains en ont conclu que les syndicats étaient comme des membres immanents, disons, ou par définition de la coalition favorable aux accords avec l'Europe, alors que c'est évident pour nous que si on devait arriver à un projet où on dégrade la protection des salaires, alors, effectivement, dans ce cas-là, les syndicats ne soutiendraient plus ces accords. Voilà pour vous dire d'où je parle, donc d'une position pragmatique qui ne considère pas que tout accord avec l'Union est par définition un progrès de l'humanité et qui ne considère pas non plus que tout accord avec l'Union est par définition une trahison des valeurs suisses. Nous jugeons sur pièce, sur le paquet qui nous est proposé concrètement. Dans l'affaire qui nous occupe, dans ces traités qui sont maintenant mis en consultation, je fais un petit historique. On a commencé par ce fameux accord cadre. Il y a donc maintenant, je ne me rappelle plus des dates, mais enfin 4 ou 5 ans, on était confronté à un projet d'accord cadre institutionnel. C'est-à-dire que c'était une sorte de chapeau institutionnel qui devait couvrir les accords bilatéraux existants pour mieux régler les différends, parce que les accords bilatéraux qu'on a signés, il se trouve qu'ils ont généré un certain nombre de désaccords entre les parties contractantes, donc entre l'Union européenne et la Suisse, et selon l'Union européenne, ces désaccords n'étaient pas réglés à satisfaction, la Suisse se contentant, dans un certain nombre de cas, de prendre acte de la mauvaise humeur de l'Union européenne et puis de s'enliser dans des séances de concertation qui ne débouchaient pas sur des solutions acceptables pour l'Union. Donc l'Union demandait un mécanisme contraignant de règlement des différends. Et là, il y a eu un changement quand même qu'il faut reconnaître, même si on est favorable à ces accords. Il faut admettre que tout à coup, dans cette volonté de régler les différends de manière plus efficace, eh bien, l'Union a dit, en gros, quand vous ne vous soumettrez pas à ce que nous considérons comme la jurisprudence et le droit du marché intérieur européen, eh bien, vous serez un peu en tort. D'accord ? C'est quand même ça la logique. Donc il y a tout à coup une asymétrie qui se met entre le grand et le petit. Voilà. Alors que les accords bilatéraux, comme toute notion de contrat, peu importe la taille des parties contractantes, elles sont normalement égales en dignité, égales en droit, etc. Et là, tout à coup, il y a l'idée que non, le marché intérieur, c'est une unité, et puis la Suisse veut y accéder. C'est comme ça qu'on reconstruit la logique. Donc la Suisse veut accéder à un marché intérieur, elle doit donc se soumettre à ces règles, et si elle ne s'y soumet pas, elle doit accepter des conséquences. Alors on peut appeler ça sanction, on peut appeler ça mesure compensatoire, le vocabulaire est riche pour trouver des termes. Et puis alors après, il y a toute cette affaire de reprise du droit, enfin, là aussi, automatique, dynamique, peu importe les adjectifs, il s'agit quand même tendanciellement que le droit du marché intérieur, donc le droit de l'Union européenne, soit repris par la Suisse. Et là, évidemment, il y a une asymétrie qui se place. Alors ça, c'est l'essentiel de ce qui apparaît
au moment de l'accord cadre. Pour nous, une asymétrie dans des aspects techniques, dans des obstacles techniques au commerce, par exemple des normes sur les produits industriels, ça n'a pas une grande portée. Si c'est l'Union qui édicte les normes, on peut partir de l'idée qu'après tout, elle est quand même soucieuse du bien-être de ses citoyens, sur la sécurité des installations, etc. Sur les normes techniques, on peut mais évidemment, le marché intérieur a pris une telle profondeur, une telle épaisseur que ça va bien plus loin que des aspects techniques. Alors, ça, c'était l'essentiel de l'architecture de l'accord cadre. Et s'agissant des enjeux qui nous concernent, les syndicats, eh bien, tout à coup, on découvrait qu'il y avait toute une jurisprudence de l'Union européenne et toute une série de règles de l'Union européenne dans le domaine de la protection des salaires qui, si on acceptait ce mécanisme de reprise du droit et de règlement des différends, eh bien, aboutissait à un affaiblissement fort, marqué, du régime suisse de protection des salaires. Alors, la presse, comme souvent, puisqu'on a beaucoup de storytellers dans ces affaires, il faut savoir que désormais, il y a vraiment dans chaque grand pouvoir politique des écuries de raconteurs d'histoire qui arrivent à toujours placer dans les médias la façon de traiter un sujet. Alors, nos résistances sur la protection des salaires ont été décrites comme une résistance à une simple mesure vraiment complètement banale qui consistait à faire passer le délai d'annonce pour une entreprise qui voudrait détacher des travailleurs en Suisse de 8 jours à 4 jours. Le droit suisse dit que quand une entreprise veut envoyer des travailleurs en Suisse, détacher, moi j'ai toujours horreur de ce terme, enfin c'est le mot comme si on détachait les travailleurs, mais enfin bref. Donc c'est comme ça que techniquement on appelle ce phénomène. Donc les entreprises qui envoient des travailleurs en Suisse pour y fournir des services, pour y fournir un travail, eh bien doivent, dans le droit actuel, l'annoncer 8 jours à l'avance pour que les instances de contrôle des salaires, des conditions de travail, puissent organiser le contrôle. Parce que souvent, ces missions sont de courte durée. Et donc, si on sait que l'entreprise arrive le lundi, puis qu'on essaie d'organiser un contrôle, on vient le vendredi et l'entreprise n'est déjà plus là. D'accord ? Donc, il fallait un délai préalable et c'est ce que le droit suisse avait permis. Et alors, on nous a dit, mais ces syndicats s'arc-boutent sur ce principe des 8 jours, alors que l'Union serait d'accord avec un délai de 4 jours. Voilà. Et puis, tout à coup, ça a été ça l'histoire. Les syndicats veulent faire capoter toute l'affaire des bilatérales pour un simple délai de 4 jours d'annonce du travail. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Dans les négociations avec l'Union européenne, il y a beaucoup plus que ces 8 jours qui ont été mis en cause. Il y avait par exemple un principe qui avait été instauré quand on a constaté que beaucoup d'entreprises qui étaient sanctionnées pour des cas de dumping crasse, des gens qui étaient payés 10 € de l'heure au lieu de 25 ou 30 francs de l'heure selon les conventions collectives, des gens qui travaillaient 50 heures par semaine, tout ça, c'est quotidien, ces constats, eh bien, on constatait que quand on mettait des sanctions, l'entreprise disparaissait, puis après il fallait commencer à faire des procédures loin d'ici, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, pour essayer de récupérer ces sanctions et qu'on ne les récupérait jamais. Donc, fort de cette expérience, par exemple, nous avons mis en place dans un certain nombre de branches le principe de la caution préalable. Quand dans les branches où on voyait vraiment un taux d'infraction fort, on a instauré le principe que l'entreprise paye d'abord quelque chose sur un compte bloqué, qu'elle récupère quand elle repart. Mais si on constate qu'il y a une fraude, eh bien, on peut se servir sur cette caution pour payer la sanction. Ça, c'était une mesure efficace. Eh bien, cette caution, après le délai de 8 jours qui devait passer à 4, eh bien, la caution systématique dans certaines branches était considérée comme illégale par l'Union européenne. Donc il fallait abolir ça et ne l'instaurer qu'en cas de récidive, donc dans un nombre de cas très rares. Et souvent, il n'y a pas de récidive parce que l'entreprise revient sous un autre nom ou ne revient pas. Bon. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième élément qui était mis en cause, c'était le fait que ce sont des commissions paritaires syndicats employeurs qui font les contrôles et qui mettent les sanctions dans tous les domaines régis par des conventions collectives. Chez nous, c'est ça le principe de... Nous avons une délégation de puissance publique, donc l'État, dans les conventions collectives de force obligatoire, délègue aux partenaires sociaux le soin de contrôler l'application de la convention collective, qui a force de loi, puisqu'elle est de force obligatoire, et de mettre les sanctions à la place de la puissance publique. L'État fait aussi des contrôles, les cantons font aussi des contrôles dans les branches où il n'y a pas de convention collective, et donc on peut comparer.
et on voit que l'intensité des contrôles, la sévérité des sanctions sont moindres quand c'est les cantons qui font les contrôles que quand c'est les partenaires sociaux, pour la simple et bonne raison qu'évidemment, on a, nous, une plus grande motivation et on met plus d'énergie, plus de moyens pour faire ces contrôles parce qu'on y a un intérêt, c'est nous qui signons les conventions collectives, on ne veut pas que ce soit des tigres de papier et que tout le monde dise oh, « bon, ils ont signé une convention collective, mais elle ne s'applique pas ». Donc, on a une bonne expérience avec ce système de contrôle paritaire. Et l'Union disait non, le contrôle paritaire, c'est une forme de distorsion de concurrence, puisque ce sont des représentants des employeurs suisses, avec les syndicats, qui vont mettre des sanctions à leurs concurrents européens. Donc ça aussi, c'était mis en cause, le principe de du contrôle paritaire, du contrôle dual. Et puis, il y avait encore un autre élément qui, pour nous, était fragilisé, c'était le fait qu'il y ait des possibilités d'interdire aux entreprises de revenir fournir des services quand elles font des choses suffisamment graves. Un cinquième point important qui n'était pas encore apparu au moment de l'accord cadre, mais qui est apparu après, c'est que le droit européen précise bien que dans le pays où on fournit les services, on doit respecter les usages en termes de salaire, mais il est apparu après moult tergiversations, contre-vérités énoncées, y compris par un commissaire, etc., on a enfin constaté que non, ce principe n'était pas valable pour les frais professionnels, c'est-à-dire les nuitées, les frais kilométriques, les frais de repas, qui sont réglés dans nos conventions collectives. Eh bien, ces frais-là, selon le droit européen, ne s'appliquent pas aux travailleurs détachés. Ça veut dire qu'un travailleur hongrois qui viendrait travailler en Suisse, eh bien, on doit lui appliquer en termes de frais de repas, frais kilométriques s'il doit se déplacer depuis son lieu de résidence, on doit lui appliquer des tarifs hongrois, si tant est qu'il en existe. S'il n'en existe pas, il n'a pas droit à des frais. Donc ça, c'est évidemment aussi une distorsion de concurrence énorme, parce qu'il faut savoir que dans certaines branches, ces frais professionnels représentent parfois de 10 à 20% du salaire, donc c'est vraiment un élément déterminant. Voilà tout ce qui n'allait pas dans cet accord cadre. Et puis, il y avait encore un élément, c'est qu'on était soumis à la reprise dynamique du droit. Donc, on a connu ces dernières années une volonté de l'Union de réguler un peu mieux le travail détaché, parce qu'ils ont connu plein de scandales, et à commencer par exemple par l'industrie de la viande en Allemagne, qui a connu des scandales énormes, parce qu'on a employé des gens dans des conditions absolument indécentes. Donc l'Union européenne a vu que ce travail détaché posait des problèmes d'érosion et de dégradation des conditions de travail dans des branches entières. Et donc ils ont commencé à essayer de réguler un peu en essayant, en s'approchant parfois de nos propres logiques en Suisse. Mais évidemment, c'est une évolution qui peut tout à fait se retourner. Il se peut très bien que dans 10 ans, il y ait une autre tentation de déréguler, ce d'autant que c'est très instructif de lire les décisions de la Cour européenne de justice quand il y a des litiges sur les salaires. J'ai lu par exemple le plaidoyer du procureur à la Cour européenne de justice sur le cas Henry Amzug, qui est un cas de dumping salarial dans les trains autrichiens, avec des salariés hongrois qui étaient utilisés pour tout le catering dans les trains autrichiens, payés à des salaires hongrois. Et l'Autriche avait sanctionné cette société durement. Elle a obtenu gain de cause devant la Cour européenne de justice pour différents motifs juridiques. Mais ce qui est intéressant, c'est l'argumentation du procureur, qui était un procureur polonais, et qui dit oui, il y a un intérêt des pays riches de l'Union à protéger leurs salariés contre le dumping salarial, et cela doit être pris en compte dans les décisions de la Cour européenne de justice. Mais il ajoute, comme polonais, il y a aussi un intérêt des pays pauvres de l'Union européenne de vendre des services et d'utiliser un des seuls éléments favorables pour eux, c'est la faiblesse de leur charge salariale. N'est-ce pas? Parce qu'évidemment, quand on fait un match de compétitivité entre des entreprises allemandes ou polonaises, le retard de compétitivité est quand même important dans beaucoup d'entreprises de l'Est de l'Europe. Donc, un match qui se jouerait que sur la productivité et l'efficience serait difficile, et les pays de l'Est de l'Europe disent, de leur point de vue, ça se comprend, nous avons un avantage compétitif, c'est que nos salaires sont bas. Et si vous nous empêchez complètement de jouer cet avantage compétitif, alors on ne peut pas se développer et on ne peut pas rattraper notre retard. Donc il faut savoir que ce n'est pas complètement... Cette lecture m'a beaucoup instruite et c'est assez logique au fond. Si on veut compenser les écarts de richesse entre les immenses écarts de richesse qu'il y a au sein de l'Union européenne, on peut le faire soit par des transferts
de richesse, hein, comme on l'a fait d'ailleurs en Suisse, dans beaucoup de domaines, avec les assurances sociales, avec les services publics, avec les péréquations financières. L'Europe le fait en partie, mais on peut aussi essayer de laisser le marché fonctionner. Avec un marché qui érode un peu les possibilités de défense des salaires dans les pays riches, eh bien, on rapproche petit à petit les économies et on les rapproche à la moyenne plutôt que les rapprocher vers le haut. Et cette tentation-là, elle existe, c'est pour ça qu'on était très méfiant, s'agissant de la protection des salaires, contre un principe de reprise, même dynamique, du droit européen. Alors, voilà les problèmes qui se posaient. Maintenant, je vous dis ce qui s'est amélioré, parce que je vais essayer d'être positif ce soir et dire qu'on peut soutenir ces accords. Ce qui s'est amélioré, c'est que, suite à notre refus de l'accord cadre, dont tout le monde dit qu'il a pesé dans la décision du Conseil fédéral d'arrêter l'exercice, le Conseil fédéral est reparti en négociation en prenant un peu plus au sérieux nos remarques. Voilà. Ça a été quand même un élément, un choc. On a été beaucoup critiqués, mais je crois que c'était un choc salutaire. Beaucoup ont dit à l'époque, vous verrez, on n'aura jamais mieux que cet accord cadre. C'était comme toujours. Hein, on n'avait pas la chance d'avoir le meilleur commissaire, le plus sympa avec la Suisse. On nous a dit ça pour M. Juncker et pour tant d'autres. On n'était pas enfin tombé sur un connaisseur de la Suisse et un ami de la Suisse. Et il fallait à tout prix conclure avec lui avant qu'il s'en aille, faute de quoi on aurait toujours pire. Or, on a bien vu que cet échec de l'accord cadre, tout le monde le dit aujourd'hui, a débouché sur de nouveaux accords qui sont meilleurs que l'accord cadre. Hein, à peu près tout le monde le dit, donc je crois qu'on a bien fait de dire à l'époque que ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui s'est amélioré du point de vue de la protection des salaires? Eh bien, par exemple, le Conseil fédéral a demandé, parce qu'il fallait encore le demander, hein, ce qu'il n'a pas toujours fait. Des fois, on avait l'impression que des deux côtés de la table, il n'y avait pas forcément une grande dialectique s'agissant de la protection des salaires dans le premier tour. Hein. On avait l'impression qu'ils étaient tous les deux d'accord pour dire que ces syndicats suisses, ils nous cassent les pieds. Mais puis bon, alors. Et la question, c'était qui portait le chapeau, de savoir qui jouait le méchant, mais qu'à la fin, ils n'étaient pas tellement motivés d'un côté ou de l'autre de la table pour défendre nos intérêts. Je crois pouvoir dire que c'était moins le cas dans cette deuxième négociation, où cette fois, par exemple, l'Union a reconnu, sur demande de la Suisse, que le contrôle dual soit respecté, que notre façon de contrôler les conditions de travail puisse être faite par des commissions paritaires syndicats-employeurs, ça c'est admis. Deuxièmement, ce qui a été admis, c'est l'intensité des contrôles. J'ai oublié de dire qu'il y avait encore ça comme problème. L'Union contestait l'intensité des contrôles dans certaines branches. Dans certaines branches, on contrôle une entreprise de travailleurs détachés sur deux. Et ils nous ont dit, mais c'est complètement disproportionné, c'est de la discrimination. Puis nous, on disait, oui, mais quand on les contrôle, une fois sur deux, on tombe sur un abus. Donc ça prouve bien qu'on a raison de contrôler intensément. Mais ils disaient, non, c'est de la discrimination, il faut baisser l'intensité des contrôles. Et quand les négociateurs demandaient qu'est-ce qui était acceptable, ils disaient de l'ordre de 3 à 5 %. D'accord. Donc ça veut dire qu'on aurait quasiment divisé par 10 l'intensité des contrôles dans certains domaines. Eh bien, avec cette nouvelle négociation, l'intensité des contrôles reste du domaine réservé de la Suisse, qui peut décider elle-même quelle intensité de contrôle elle veut faire. Donc c'est une troisième amélioration. Les frais professionnels, le Conseil fédéral s'engage dans le droit suisse de manière extrêmement solennelle à dire qu'il continuera d'appliquer les frais professionnels suisses en Suisse. Donc les travailleurs détachés devront être remboursés pour leurs frais aux normes en vigueur en Suisse. Une petite incertitude, c'est ce que même une loi fédérale suffira si l'accord parle de reprise dynamique du droit. Là, il va falloir qu'on consolide ça au Parlement, mais c'est au moins encore une avancée favorable. Ce qui est aussi positif dans le nouveau paquet, par rapport aux risques pour le futur, c'est que nous avons obtenu de la Commission, dans une négociation directe entre nous et M. Šefčovič, qu'il y ait une clause de non-régression. C'est-à-dire que l'Union dit nous imposerons, nous exigerons de la Suisse qu'elle reprenne l'évolution du droit européen s'agissant de la protection des salaires, seulement quand ce sera à l'avantage des salariés. Mais si jamais l'Union devait vouloir dégrader la protection des salaires, la Suisse serait libérée de la reprise dynamique du droit. C'est une sorte de clause, ça s'appelle une clause de non-régression, qui existe dans un certain nombre de domaines au sein de l'Union européenne et que nous avons obtenu. Voilà en gros pour les salaires. Et puis alors, malgré ça, il reste des affaiblissements. La caution reste uniquement en cas de récidive. L'interdiction de fournir des services est également fragilisée.
le délai d'annonce passe de 8 jours à 4 jours. Donc, on a quand même des affaiblissements. C'est la raison pour laquelle on n'était pas encore content après le résultat des négociations et qu'on a exigé que le droit national compense ces reculs. Encore une fois, on ne veut pas de recul dans ce domaine. Et là, il y a eu une négociation intense entre nous, les milieux patronaux et le Conseil fédéral en ce début d'année. Et cette négociation a abouti sur 14 mesures complémentaires de protection des salaires qui, cette fois, quand on fait le bilan, nous permettent de dire qu'on a non seulement une protection qui serait du même niveau qu'actuellement, mais quelques gains supplémentaires qui ne sont pas négligeables. Alors, je ne vais pas vous lire les 14 mesures. Elles concernent par exemple le fait de responsabiliser les donneurs d'ordre en cas de sanctions non respectées par les sous-traitants, ça c'est important. L'obligation pour une entreprise qui vient fournir du travail ici de choisir une entreprise qui répond d'elle en Suisse, ce qui remplace, ces deux mesures permettent de remplacer l'efficacité de la caution. On obtient que les quorums pour une convention collective de force obligatoire, les quorums patronaux, soient un peu réduits. Aujourd'hui, pour une convention collective de force obligatoire, il faut que le contrat couvre 50% des salariés et 50% des entreprises. Eh bien, et ça pose des problèmes parce qu'il y a de plus en plus de petites entreprises. Et là, on obtient que pour le renouvellement de ces conventions collectives de force obligatoire, le quorum passe à 40%, ce qui facilitera le renouvellement de ces conventions collectives et ce qui sécurise un certain nombre de conventions. Je vous l'ai dit, les frais devront être ceux qui sont pratiqués en Suisse. Et puis, je vous passe d'autres mesures techniques, disons, une obligation d'une carte paritaire pour les gens qui travaillent sur les chantiers, etc. Une mesure importante, c'est la 14e, c'est une mesure qui, enfin, mettrait la Suisse en conformité avec le droit international s'agissant de la protection des représentants du personnel. La Suisse est a failli être, elle devrait être sur une liste noire de l'OIT parce qu'elle ne respecte pas la liberté syndicale dans le sens où elle ne sanctionne pas de manière assez forte les cas où quelqu'un est licencié simplement parce qu'il a représenté ses collègues auprès de l'employeur. Toutes les personnes qui prennent des responsabilités dans une commission d'entreprise, dans un conseil de fondation pour le deuxième pilier ou dans un comité de branche pour négocier une convention collective, ces personnes sont à risque. Moi, j'ai vécu simplement dans les 4 ans où j'étais secrétaire syndical de terrain, j'ai vécu déjà 3 licenciements de présidents de commissions d'entreprise. Licenciement sec, où le matin, la personne arrive au travail et on l'invite à 9 h, accompagné par un Securitas, à aller se rhabiller et puis rentrer chez elle. Alors que ce sont des présidents de commissions d'entreprise. Et c'était des personnes qui ont été licenciées uniquement parce qu'elles avaient parfois, de manière un peu forte, défendu le point de vue des salariés. Et dans ces cas-là, quand on fait un procès, on peut gagner, mais la sanction pour l'employeur, après 2 ou 3 ans de procédure, c'est entre 0 et 6 mois de salaire. Évidemment, la plupart du temps, même quand on gagne, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois d'indemnité. Donc vous voyez si c'est dissuasif. Donc là, on a vraiment un problème de non-respect de la liberté syndicale. Et quand l'Union européenne disait à la Suisse « vous devez respecter les mêmes règles du jeu pour jouer dans le marché européen », c'est étonnant qu'elle n'ait jamais soulevé ce point. Parce que la plupart des pays européens, eux, ils respectent les normes de l'OIT. Il y a des droits à la réintégration ou des sanctions plus lourdes en cas de licenciement antisyndical. Et c'est évidemment un avantage compétitif. D'ailleurs, les patrons suisses le disent. Ils disent « nous ne voulons pas abandonner cet avantage ». C'est donc bien qu'ils y en tirent un avantage parce qu'évidemment, s'il n'y a personne qui ose défendre les droits des salariés, parce que de peur d'être licencié, on peut de temps en temps jouer avec les règles. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas, et on a demandé que ce point-là soit traité dans l'accord. Le Conseil fédéral nous a donné raison, et il fait une proposition qui résulte d'une médiation qu'on avait faite, où un représentant du personnel ne pourra pas être licencié sèchement. Il faudra un délai de réflexion de 2 mois dans lequel l'employeur devra proposer une autre place de travail, s'il veut vraiment licencier cette personne, équivalente. S'il ne le fait pas, il peut être sanctionné pour licenciement abusif, ça veut dire que ça objectivera le licenciement antisyndical. Et puis, on a aussi obtenu que la sanction passe jusqu'à 10 mois de salaire au lieu de 6, ce qui a un caractère un peu plus dissuasif. Mais ces 2 mois de pause de réflexion avant le licenciement nous paraissent être un vrai progrès. Voilà le paquet maintenant qui fait que pour le paquet d'accords bilatéraux, disons, l'Union syndicale maintenant pense que, nous pensons que
le paquet est acceptable. Il permet, du point de vue des conditions de travail, des salaires, d'avoir un dispositif qui sera au moins aussi bon, aussi mauvais, on ne peut pas dire qu'il est parfait, mais il n'y aura pas de réduction du niveau de protection des salaires. Et s'agissant de cette 14e mesure, on obtient enfin une amélioration qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant, il n'y a pas que ça dans ce premier paquet qui renouvelle les 5 accords bilatéraux. Il y a aussi d'autres aspects qui nous inquiètent. Par exemple, l'accord sur le transport ferroviaire international, où là, il y a un risque d'introduction du mécanisme que l'Union européenne a introduit dans le cadre des transports ferroviaires, c'est le principe de concurrence. Théoriquement, nous, on l'a aussi dans notre droit, mais en réalité, il est presque neutralisé. Les CFF restent l'entreprise dominante. Elle garde une intégration presque totale. Donc, entre le réseau et le transport, on a toujours une entreprise intégrée. L'Union a imposé la désintégration des compagnies publiques, nationales, en faisant des sociétés de réseau, des sociétés de transport. Et puis, elle a également imposé la concurrence sur les grandes lignes. Tout ça, évidemment, n'aboutit qu'à des désastres, comme on le voit en Allemagne, comme on le voit un peu partout, comme on l'a vu en Angleterre. Nous ne voulons pas de ça, et on ne veut pas qu'au détour de cet accord sur le transport terrestre international, on introduise des doses de concurrence. Alors ça, c'est un des points sensibles. Notre syndicat des cheminots nous dit que les conditions mises pour cet accord permettent d'éviter qu'un effet de ce type se joue. Pourquoi? Parce que les entreprises, il y aura une priorité au trafic intérieur. Or, les sillons pour le trafic intérieur sont à peu près déjà tous occupés, donc il reste très peu de place pour des nouveaux sillons pour du transit international. Le deuxième point, c'est qu'il faudra respecter l'horaire. Et puis le troisième point, c'est qu'il faudra respecter le cadre tarifaire. Donc c'est 3 garde-fous. Et puis il y a encore un 4e garde-fou, c'est qu'il faudra respecter les conditions de travail en vigueur en Suisse. Donc ces 4 garde-fous font dire à notre syndicat qu'on peut tenter le coup, même si évidemment tous les risques ne sont pas exclus. Ça, c'est en gros le premier accord. Puis après, il y en a d'autres. Il y a l'accord sur la sécurité alimentaire qui ne pose pas de problème. Il y a des accords de coopération sur la santé, sur la recherche, sur la sécurité qui ne posent pas de problème. Puis il y en a un qui pose un énorme problème pour nous, qui est un accord séparé, qui n'est pas juridiquement lié au premier, qui renouvelle les 5 accords, c'est l'accord sur l'électricité. Et là, nous sommes contre cet accord sur l'électricité. Pourquoi? Simplement parce qu'il impose ce qu'on a refusé il y a 20 ans dans un vote populaire que les syndicats avaient eux-mêmes organisé, puisqu'on avait fait un référendum, contre tout le monde. Il y avait à peu près tous les partis de droite, la moitié du PS, un conseil fédéral PS. La presse était largement favorable à cette libéralisation. Elle était en 2002. Les expériences n'avaient pas encore été faites au sein de l'Union européenne. Tout le monde croyait que, par définition, le marché libre ferait baisser les prix. Et puis, nous, on était un peu, disons, partis fleurs au fusil avec un petit budget. Et contre toute attente, le peuple avait dit non à 53%. Et donc, depuis 2002, on n'a pas libéralisé complètement le marché électrique. Il y a eu un projet qui est revenu un peu après. J'étais plus au Parlement, donc je n'ai pas pu me battre contre. Mais il a libéralisé le marché pour les gros consommateurs, c'est-à-dire pour à peu près un petit 50% de la consommation, mais un tout petit pourcentage des clients, puisque ces gros consommateurs consomment beaucoup. Donc 90, je ne sais plus combien, plus de 90% des clients restent dans le monopole, restent dans le service public, mais un petit pourcentage qui consomme beaucoup des entreprises sont passées dans le marché libre. Bon, alors pendant quelques années, ils ont connu des prix plus bas, parce que c'est souvent comme ça quand un marché s'ouvre, eh ben, on fait des offres attractives pour attirer les clients. Et puis ces entreprises ont vu, au moment de la crise liée à la guerre en Ukraine, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'elle a été prétextée, ils ont vu ce que ça signifiait, un marché électrique en folie, puisqu'il y a eu des augmentations de plus de 1000% des prix pour ceux qui arrivaient à l'échéance de contrat, au point que même le président de l'USAM, de l'Union Suisse des Arts et Métiers, M. Regazzi, dans la crise, puisqu'il était concerné, son entreprise était concernée, a fait une motion pour demander en urgence le droit pour les entreprises qui étaient passées dans le marché de revenir dans le monopole. Moi, j'aurais jamais cru ça, moi qui ai fait le débat de 2002, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Ben, je l'ai vu en vrai. Et puis je me suis dit, bon, ben, c'est plié, plus personne n'osera parler de libéralisation après ça. Eh ben, évidemment, 2 ans après, on va vous revendre, on va nous refaire la même rhétorique et nous expliquer que le marché fait baisser les prix,
qu'il faut à tout prix, en cas de pénurie, qu'on puisse importer de l'électricité de l'Union européenne. Alors, d'abord, on importe de l'électricité depuis très longtemps, sans obligation de libéraliser notre secteur complètement. Des contrats à long terme, ça existe. D'ailleurs, ce sera même mis en cause par l'accord, hein, puisque dans un marché libre, on ne veut justement pas des contrats à long terme, on veut des contrats à court terme. Et puis alors, ce qui est drôle, c'est qu'on fait comme si, en cas de crise, en cas de pénurie, on veut pouvoir importer plus facilement, mais on oublie que si on peut importer plus facilement, on peut aussi exporter plus facilement. D'accord ? Et évidemment, la Suisse est un pays qui a beaucoup d'intérêt en termes de pays exportateurs, parce que nous avons la pile électrique du continent, enfin, on n'est pas les seuls, mais on a quand même un gros réservoir de production hydraulique, et les barrages, c'est justement les seuls qui peuvent en fait stocker l'électricité, parce qu'on peut faire bouger la production de manière très libre, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des autres productions. Donc le réservoir d'énergie hydraulique suisse est évidemment très important pour pouvoir régler les fluctuations éoliennes, solaires qui auront lieu en Europe. Et évidemment, beaucoup ont intérêt à pouvoir s'acheter ces capacités de réglage. Et beaucoup sont prêts à payer très cher pour acheter ces capacités de réglage. Et donc, ça veut dire que les communes suisses qui voudront acheter de l'hydraulique, eh ben, elles devront s'aligner sur les prix que feront dans les pays qui nous entourent les clients les plus avides, disons, de cette électricité de réglage. C'est exactement ce qui s'est passé en Norvège l'année passée, au point que le gouvernement est entré en crise et que dans les futures élections, maintenant, il est question d'interdire l'exportation d'énergie hydraulique, parce que la Norvège a inauguré à grand flonflon une belle ligne d'interconnexion électrique entre l'Allemagne et la Norvège, qui a favorisé justement l'exportation d'électricité. Ils ont inauguré ça en disant c'est super, on va être plus sûr, on va Et puis en fait, ce qu'ils constatent, c'est que les entreprises électriques norvégiennes, qui ont été évidemment autonomisées, qui réfléchissent comme des entreprises, et qui obtiennent des prix tellement favorables en Allemagne, qu'elles préfèrent vendre aux Allemands l'énergie hydraulique, alors que la Norvège pourrait être autosuffisante en énergie hydraulique. Puis quand les communes norvégiennes veulent en acheter, ils leur disent oui, on vous vend, mais au prix qu'on a vendu en Allemagne. Donc ça a provoqué une hausse des prix en Norvège massive, complètement liée à cette capacité d'exporter. Encore une fois, il ne faut pas oublier que si on peut importer, on peut aussi exporter. Et l'idée de base de cette libéralisation est fausse, n'est-ce pas ? Libéraliser un marché électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas, quand vous êtes investisseur d'une capacité de production, que ce soit de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, quand vous investissez pour créer votre capacité de production, vous ne savez donc plus, dès le moment où le marché est libre, à qui vous vendrez et à quel prix. D'accord? Donc vous créez de l'insécurité pour les investisseurs. Et ce n'est pas, disons, un investissement à 4 sous. Hein? Quand on fait un barrage, on immobilise des centaines de millions, ce n'est pas des milliards. D'accord? Donc qui va immobiliser des capitaux pareils s'il ne peut pas savoir à quel prix et à qui et à quelle quantité de clients il va vendre son électricité? Ce sera décidé au jour le jour à la bourse de Francfort, et ça peut même parfois être négatif. Ça veut dire qu'il faut payer le client pour qu'il prenne votre électricité. Donc dans ces conditions, forcément, par définition, on réduit tendanciellement l'investissement, n'est-ce pas? Et donc si on réduit l'investissement, eh bien, on se prépare à des crises. Et comme c'est un bien de première nécessité dont on ne peut pas se passer, s'il y a un petit manque d'approvisionnement, eh bien, alors ça donne des catastrophes, soit des blackouts, soit des explosions de prix, parce que tout le monde est prêt à payer n'importe quel prix pour être desservi. Si un jour il manque de tomates sur les marchés épiciers suisses, eh ben, ok, on ne va quand même pas acheter un kilo de tomates à 3 000 francs. On va dire, je vais me passer de tomates, d'accord? On peut se passer de tomates, mais on ne peut pas se passer d'électricité. Donc c'est un bien de première nécessité dont on ne peut pas se passer, ce qui signifie qu'il faut absolument éviter toute pénurie. Et si on veut éviter toute pénurie, eh bien on entre dans une logique de planification, ce qui est le contraire du marché libre, n'est-ce pas? Dans un marché libre, il faut pouvoir vivre avec des pénuries, c'est ce qui fait fluctuer les prix, et donc c'est ce qu'on ne veut justement pas avoir dans le domaine de l'électricité. Et si je vous raconte ça, ce n'est pas un discours de gauchiste, n'est-ce pas? Ceux qui ont développé l'électricité, les réseaux d'électricité, les productions électriques, la grande Dixence et compagnie, ce n'étaient pas des gauchistes, c'était des bons politiciens bourgeois.
mais qui avait simplement compris que le secteur électrique est un secteur un peu différent et qui n'était pas complètement, qui ne s'était pas fait laver le cerveau par quelques facultés qui considèrent que le marché s'applique en tout et pour tout et dans tous les domaines. Hein. Ils avaient compris que le marché, ça fonctionne bien dans un certain nombre de domaines, puis pas dans d'autres, tout simplement, avec pragmatisme. Mais depuis 30 ans, effectivement, ce pragmatisme-là a disparu et on considère que le marché, c'est forcément le meilleur outil d'organisation de tous les domaines économiques, y compris dans la santé, je pourrais vous en parler, mais ça, ce n'est pas le sujet. Bon, donc voilà les raisons qui font qu'on s'oppose à cet accord sur l'électricité. Il y a notamment le fait que un certain nombre de points qu'on a vendus à la population il n'y a pas si longtemps dans le vote sur la loi sur l'électricité, ce qu'on appelait le Mantel-Erlass, eh bien, vont tomber. Hein. Par exemple, pour les producteurs d'électricité solaire, qui ont acheté des panneaux solaires et à qui on a promis qu'il y aurait un prix minimum auquel on rachèterait leur production solaire, un prix qui serait une moyenne entre leur coût d'équipement et le prix du marché, donc une sorte de socle de base, eh bien ça tombe. Ça, c'est plus compatible avec le marché. On ne fait pas des prix fixes dans un marché libre. Donc ça, les gens vont être étonnés de dire on leur a vendu une loi sur l'électricité, puis juste après, on leur dira que c'est plus valable. Il faudra séparer dans les 14 plus grandes sociétés de distribution et de production électrique publique, il faudra séparer la production de la distribution. Donc les SIG devront se splitter en 2 compagnies. Et c'est clair que si vous devez diviser une société publique par 2, il y a fort à parier qu'on vous dise « Ah bon, pour la production, bon, pour le réseau, on va la garder en main publique, mais pour la production, vous voyez bien, on va être trop petit. Comment est-ce qu'on va pouvoir vendre notre capacité de production? On ne pourra plus l'écouler uniquement aux Genevois, on va devoir trouver des clients ailleurs, à l'étranger. Ah, une petite coopération avec EDF ou une autre grande compagnie. Donc on fait une société anonyme, puis on privatise, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on nous dit oui, mais c'est une libéralisation, c'est pas une privatisation, mais en général, ça va de pair. Donc en général, vous avez bel et bien, quand vous ouvrez un marché, la tentation pour les entreprises de se renforcer du point de vue du capital, de chercher des partenaires, et donc il faut ouvrir le capital, il faut des privatisations au moins partielles. Donc ça, c'est ce qu'on nous promet. Pour l'instant, par exemple, on a mis dans la dernière loi sur l'énergie l'obligation pour les fournisseurs de monopole, c'est-à-dire pour tous, parce que vous êtes tous dans le monopole, j'imagine, parce qu'on est tous des petits consommateurs, eh bien, votre fournisseur d'électricité doit vous fournir de l'énergie renouvelable suisse. Cette obligation tombe, évidemment, si le client peut choisir son électricité. Je ne veux pas faire tout l'exposé là-dessus, donc voilà pour les raisons principales pour lesquelles on s'opposera à cet accord sur l'électricité. Voilà le bilan pour la position syndicale. Maintenant, je dis quand même un mot global en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, sur la question qui est posée, comment le modèle suisse peut survivre avec comment quel avenir pour notre modèle dans un tel dispositif. Je dirais que le modèle suisse a plusieurs caractéristiques. D'abord, il est fondé sur une intense culture démocratique, par la décentralisation, par le fait que le pouvoir, dans bien des domaines, sécurité, éducation, santé, protection sociale, est proche des citoyens via les cantons. Il est soumis au contrôle du peuple, puisque les lois peuvent être attaquées en référendum. Cette culture-là, évidemment, elle est un petit peu bousculée par le mécanisme institutionnel. Il faut être juste, ça ne sera pas annulé, le droit de référendum subsiste, la décentralisation subsiste, le pouvoir des citoyens de dire non existera, mais il y aura l'hypothèque selon laquelle, si on dit non, eh bien, une mesure compensatoire sera peut-être décidée ou sera décidée si on s'affranchit du droit européen. Alors on peut trouver ça scandaleux, et puis on peut aussi maintenant réfléchir un tout petit peu à ce qui est en train de se passer dans le monde. Regardez par exemple ce qui se passe du côté de Trump et des États-Unis. Là-bas, il n'y a pas tellement de discussion sur la mesure compensatoire à 39% qui nous a été imposée. On n'a pas de tribunal arbitral qui pourra en vérifier la proportionnalité, alors que l'accord prévoit justement que si l'Union européenne décide une mesure compensatoire, eh bien la Suisse pourra amener cette mesure compensatoire devant un tribunal arbitral composé de 3 juges, donc un Suisse, un Européen, qui choisiront ensemble un président, et ce tribunal arbitral pourra arbitrer, justement, juger de la proportionnalité de la mesure compensatoire. Donc si tout à coup l'Union venait à nous sanctionner massivement pour un petit écart, eh bien on aurait au moins une voie de droit
pour s'y opposer et pour faire arbitrer cette affaire. Disons, le monde change vite, et ce qui semblait être un dispositif, disons, de pression sur le peuple suisse et sur sa démocratie, au regard des derniers événements américains, devient peut-être une façon quand même de nous protéger contre l'arbitraire le plus total. Il faut évidemment se dire que si jamais on n'avait pas ce mécanisme et que l'Union voulait nous sanctionner parce qu'on ne reprend pas ou parce qu'on n'applique pas le droit comme elle, eh bien, elle a montré qu'elle pouvait prendre des mesures. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas signé cet accord cadre, on ne s'était absolument pas engagé à le signer, et c'était une décision complètement souveraine d'arrêter les négociations. La sanction qui est tombée par l'Union de nous couper du programme Horizon Europe et Erasmus était une sanction, était purement et bêtement et crassement une sanction, hein, mais qu'on n'a pas pu amener devant aucun tribunal arbitral et aucune procédure, n'est-ce pas? Donc on peut au moins se dire que, s'agissant disons, d'un monde où le rapport de force semble être devenu la nouvelle règle, peut-être ça l'a toujours été, mais ça le devient de manière un peu plus brutale, on a là au moins ce mécanisme qui semblait il y a encore 3-4 ans comme contraignant, eh bien, peut prendre, je trouve, aussi aujourd'hui un visage un peu plus protecteur. Du point de vue des autres éléments forts du modèle suisse, ben, c'est la prospérité, hein. On a un pays qui a connu depuis la guerre, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des phases de prospérité importantes. Et c'est vrai que cette prospérité repose sur notre capacité d'exportation. Pas seulement, on a aussi, je m'empresse toujours de, chaque fois qu'on nous dit 1 franc sur 2 de notre économie est gagné à l'étranger, je dis oui, mais il ne faut pas oublier l'autre franc sur 2. Et si nous avons une économie prospère, c'est aussi parce que, par exemple, on a instauré une assurance vieillesse et survivants, c'est aussi parce qu'on a des impôts progressifs, c'est aussi parce qu'on a des cantons qui garantissent un minimum de sécurité sociale aux gens, c'est aussi parce qu'on a des mécanismes, on a par exemple un accès à l'éducation supérieure gratuit, hein, à peu près pas tout à fait gratuit, mais presque gratuit, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas un seul étudiant qui sort sans avoir 150 000 à 300 000 $ de dette. Hein, c'est vous dire si on part bien dans la vie quand on commence comme ça. Donc tous ces éléments-là sont aussi des éléments forts de notre modèle suisse, mais reconnaissons que quand même la capacité d'avoir une économie diversifiée, d'avoir une industrie capable d'exporter, capable d'innover, eh bien ça pèse dans ces phases de prospérité qu'on a connues. Alors là, c'est sûr que dans un monde où les accords, disons, de libre-échange sont remis en cause d'une manière extrêmement rapide, extrêmement brutale, eh bien, avoir un accès au marché européen, il ne faut pas discuter, c'est évidemment une certaine sécurité. Surtout si tout à coup les États-Unis deviennent un marché qui se ferme. Donc ça c'est des éléments qu'il faudra aussi intégrer. Il faut reconnaître l'asymétrie qui se sera établie entre nous et l'Union européenne. Il faut reconnaître que nous nous engageons à reprendre une partie du droit européen. Nous ne nous y contraignons pas complètement. Nous devrons accepter des mesures compensatoires quand elles seront jugées proportionnées par un tribunal arbitral. C'est une concession, il faut le reconnaître. Mais dans un monde où quand même un élément fort de notre capacité à rester une économie forte, une économie prospère, avec l'agression qu'ont subie les États-Unis, eh bien, il faut aussi reconnaître que cette concession, elle sera également un moyen de stabiliser un accès au plus grand marché de la Suisse, puisque plus de la moitié de nos exportations partent auprès de l'Union européenne. C'est cette balance-là qu'il faudra faire. Je ne dis pas qu'elle sera simple. Pour nous, à part l'électricité, comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour nous, compte tenu de ce qui est maintenant dans le paquet, des garanties qu'on a obtenues, et si les 14 mesures sont votées, eh bien, nous dirons oui à cet accord pour les raisons que je vous dis. Si, en revanche, le Parlement commence à taper dans ces mesures de protection des salaires et à de nouveau faire pencher la balance dans un recul, alors nous n'aurons aucun scrupule, disons, à revenir dans une position d'opposition. Tout se joue ces 2 prochaines années. Et puis évidemment, le contexte international aura encore l'occasion de bouger et permettra de nous orienter peut-être aussi encore en 2028. Mais notre position à ce stade, compte tenu de ce que le Conseil fédéral a, c'est d'être favorable au premier paquet et pas, comme je l'ai dit, à l'électricité. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, évidemment, je ne prétends pas avoir épuisé le débat
fondamentale sur l'image que les Suisses ont d'eux-mêmes, sur qu'est-ce que c'est qu'être dedans ou dehors des frontières. Ça, c'est un débat qui est assez philosophique. Nous avons quand même en Suisse réussi, dans la plupart des grands moments, à trouver ces chemins de crête comme ça, entre dépendance, autonomie, alliance et neutralité. On a quand même une certaine expertise et notre peuple est quand même souvent assez bien avisé pour faire les choix qui s'imposent. Donc il faut lui faire confiance et j'espère qu'on sortira de cette phase historique renforcée. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.